Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui pour parler de psychosexologie avec Fabienne Barthaud. Bonjour Fabienne Barthaud. Bonjour. Merci, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors vous dirigez l'école de psychosexologie de Paris. C'est bien ça. Un mot sur cette école. Elle accueille principalement des étudiants qui travaillent déjà dans des professions paramédicales ou médicales. Après, on accueille aussi des étudiants sur dossier de temps en temps. Et elle est destinée à permettre à tous ces praticiens d'avoir de meilleures réponses face à leurs patients. D'accord. Et comment vous définissez, vous, la psychosexologie ? Comme étant la prise en charge des mésententes de couple et des dysfonctions sexuelles, sachant que toutes ces difficultés sexologiques sont à remettre dans un contexte et que ça n'a valeur que de symptômes. On aura donc pour nécessité, même en psychosexologie, d'évacuer les problèmes médicaux éventuels. Est-ce que vous, puisque nous sommes en France, nous parlons à partir de Paris, est-ce que la plupart des gens savent qu'il faut peut-être parfois à un moment de sa vie consulter un psychosexologue, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui reste tabou? Est-ce que ça reste encore périphérique par rapport aux médecines? Alors c'est de moins en moins tabou et c'est très bien. On n'en est pas tout à fait à se dire qu'on va chez le psychosexologue comme on irait chez le médecin généraliste. Mais on ne le crie pas encore. Hein. Voilà, en tout cas, on ne le crie pas, mais on le fait de plus en plus. Voilà, c'est ça. Et quelles sont alors les raisons les plus courantes pour lesquelles on vient vous consulter, par exemple? Alors, on va dire il y a deux grands groupes de symptômes, puisque les patients nous amènent des symptômes. Chez les hommes, ce sera certainement l'éjaculation trop rapide et les troubles érectiles, les troubles de l'érection. D'accord. Voilà. Et chez la femme, les douleurs au rapport et les difficultés avec le plaisir. D'accord. Après, il y a plein de variantes, plein de nuances, plein d'autres symptômes. Là, le métier du psychosexologue sera de quoi faire finalement? D'amener, par exemple, si on prend les cas que vous venez de citer chez l'homme, de l'amener à être, de ne plus avoir cette rapidité de l'éjaculation, ou de ne plus avoir de troubles érectiles. Tout à fait, c'est notre objectif. Voilà, donc il y a un objectif, il n'y a pas simplement une écoute. Complètement. C'est vrai que l'écoute est déjà thérapeutique en soi. Bien sûr. Mais on a vraiment pour vocation à trouver des solutions. Donc déjà faire une anamnèse, c'est-à-dire vraiment tout l'entretien clinique qui permettra de connaître notre patient. Ouais. Et puis ensuite de trouver les réponses adaptées en s'aidant parfois des réponses aussi éclairées de nos confrères dans des professions médicales, spécialités qui seraient nécessaires pour nous. D'accord, donc il y a toujours il y a toujours des ponts. Ce pont avec... Ouais. Okay. Complètement. Est-ce que notre époque, alors moi, souvent on nous pose la question, on nous fait la remarque, même si ce n'est pas forcément que des questions, sur, depuis quelques années, l'accès facile à la pornographie sur Internet. Est-ce que cela a changé un petit peu le rapport pour vous à la sexualité et donc le rapport au psychosexologue? Est-ce qu'on va le voir plus aisément depuis une dizaine d'années, par exemple, si on prend 10 ans, qu'avant? Est-ce que ça a contribué à démocratiser un petit peu le lien qu'on peut avoir avec le psychosexologue? Est-ce qu'on tape psychosexologue plus facilement maintenant sur Internet, une fois qu'on découvre on se dit qu'on a peut-être quelques soucis? Alors, l'accès facile au support visuel et la pornographie ont créé des troubles en fait, ont créé de la pathologie. Entre autres, des dépendances à ces fameux supports. Donc une addiction. Voilà, des addictions. On crée du coup aussi des troubles dans le désir, des troubles éventuellement érectiles. Et du coup, on voit toutes les semaines dans notre consultation, effectivement, des hommes qui viennent dans nos consultations pour se débarrasser de cette dépendance, de cette addiction. Et de toutes ses conséquences. Ouais. Alors, quelles seraient ces conséquences, justement? La conséquence principale,
c'est les troubles du désir. Ouais. Avec du coup des incidences sur nos deux réflexes de l'érection et de l'éjaculation. Ouais, ouais. Et de cela, cette addiction, vous dites, c'est quand même terrible, vous dites que depuis chaque semaine, vous avez des gens qui viennent pour ça. Tout à fait. C'est-à-dire que ça a vraiment été, il y a vraiment un traumatisme. Il y a quelque chose qui est venu s'ajouter aux problèmes qu'on pouvait avoir pour diverses raisons. Là, il y a quelque chose d'industriel qui s'abat, qui se met en place, mis en place, et donc vous récoltez. Mais alors, est-ce que les psychosexologues d'aujourd'hui sont préparés à ça? Parce que c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. Alors c'est un phénomène nouveau, mais oui, on l'intègre par exemple dans nos cours et on est tout à fait prêt à les prendre en charge. De manière générale, ce sont des patients qui sont plutôt sensibles, du coup sensibles au stress. Et l'addiction qui se met en place, finalement se met en place pour permettre des masturbations. Donc le support visuel est utilisé pour que une masturbation puisse avoir lieu et donc permettre une sédation grâce à l'éjaculation et à la sécrétion d'endorphines qui est libérée. Donc finalement, le support visuel est utilisé comme outil pour libérer des endorphines grâce à la masturbation. Pour bien dormir la nuit, quoi. Pour bien dormir, surtout pour gérer le stress. Donc c'est des patients qui peuvent aussi faire beaucoup de sport. C'est intéressant tout de même. Ça veut dire qu'on est entré, on était peut-être entré avant, dans nos sociétés modernes qui sont très stressantes. Exactement. Et pour évacuer ce stress, eh bien, c'est un des moyens. Ouais, c'est ça. Comme un autre, c'est un moyen comme Exactement, un autre. Tout à fait. Et pour les femmes, c'est pareil? C'est homme-femme, là? Alors, c'est beaucoup plus généralisé chez l'homme. Oui, parce qu'on dit souvent que c'est davantage mais on les le voit. Moi, j'ai pas encore reçu en consultation des femmes qui en souffraient. Je pense que c'est encore tabou pour les femmes de consulter pour cette même thématique, mais que clairement, les femmes utilisent aussi la pornographie, en tout cas certaines d'entre elles. D'accord. Mais c'est beaucoup moins répandu. En tout cas, vous pouvez moins le chiffrer. On peut moins le chiffrer. Les évaluations qui sont faites sont plus difficiles on va dire, à quantifier de manière certaine. On sait que de plus en plus de femmes ont accès à la pornographie, de plus en plus d'enfants, en fait, ont accès à la pornographie, souvent très très jeunes. 11 ans, on a des cas dans des écoles où on trouve des gamins qui ont eu des gestes très déplacés vis-à-vis de certains de leurs camarades, et on a trouvé donc dans des smartphones des images... Et du coup, c'est garçon-fille. Absolument. Et les femmes, dans tous les cas, sont formatées à ce qui est montré dans ces supports vidéo, qui n'a rien à voir avec l'amour et la découverte ordinaire de la sexualité. Est-ce que dans le métier de psychosexologue, on donne un point important à l'alimentation, et à quel degré? Alors, à l'alimentation, on parle beaucoup de... Enfin, on parle de l'alimentation, on parle du sommeil, on parle du stress. L'alimentation fait partie, du coup, de ce dont on peut parler. En particulier, on va demander s'il y a des troubles alimentaires. Donc, il peut y avoir une image négative de soi parce que il y aura un excès de poids ou une trop grande maigreur, qui pourra éventuellement être en lien avec des troubles alimentaires. Après, personnellement, je ne donne pas de régime particulier pour être plus performant, si c'était l'objet de la question. Oui, en fait, ma question, si vous voulez, de manière plus générale, est-ce qu'il n'y a pas différentes écoles? Alors vous êtes de l'école de Paris, par exemple, c'est celle que vous dirigez. Les Chinois ont beaucoup écrit, puis l'Antiquité chinoise, la Chine des royaumes combattants, 6000 ans, beaucoup écrit sur la sexualité. Est-ce qu'on, nous, en Occident, on se réfère un peu et eux parlaient beaucoup de l'alimentation, par exemple. Est-ce qu'on se réfère à ces choses-là quand on fait de la psychosexologie à Paris? Alors, en tout cas, on reprend, on évoquait tout à l'heure l'éjaculation trop rapide, on reprend clairement des techniques aussi chinoises dans les méthodes que j'enseigne à mes patients pour se contrôler. Par exemple, il y a quoi?
Un travail sur la respiration, un travail de concentration, enfin voilà, c'est des choses qui sont enseignées aujourd'hui et qui sont directement issues de cette expérience chinoise. Donc, on est ouvert on est ouvert à tout, oui, complètement. Non, c'est vrai qu'on entend parfois qu'il y a des écoles qui ont leur credo et puis on fait attention à ne pas aller ou bien de l'autre côté de l'Atlantique, ou bien de l'autre côté de la Méditerranée, ou bien de l'autre côté de l'Oural, ou bien... Non, là, personnellement, j'ai vraiment une démarche holistique, hein, c'est-à-dire que je prends vraiment en charge mon patient ou le couple qui est devant moi, avec l'intégralité des paramètres qu'il vit. Ouais. Et par ailleurs, les techniques de soins qui sont proposées sont intégratives. Hein. Donc on va avoir une approche en thérapie comportementale, une approche complémentaire en psychoénergie. Utilisant, là aussi, hein, vous me parliez de médecine chinoise, on utilise des tapotements, par exemple, sur des points d'acupuncture pour libérer certaines émotions négatives, et là aussi, il y a des ponts. Hein. Par contre, c'est vrai que sur l'alimentation, j'ai assez peu de conseils à donner, à part pour gérer des troubles alimentaires. D'accord. Vous parliez de consultation. On vous consulte surtout en couple ou c'est individuel? Qui consulte le plus quand c'est en couple, par exemple, qui est le premier à prendre le téléphone? Est-ce que c'est une femme qui vous appelle et qui vous dit voilà, moi et mon époux, il faudrait qu'on vienne vous voir, ou est-ce que c'est le mari? Comment ça se passe? C'est très variable. En fonction de l'équilibre relationnel dans le couple, hein, du rapport de force aussi dans le couple, de celui qui est le plus excédé. Celui qui est à la limite. Il y a des démarches qui sont complètement conjointes, d'autres où finalement c'est la dernière chance. D'ailleurs, les patients me le disent. Hein, ils arrivent devant moi en me disant voilà. On a décidé de consulter, où j'ai décidé de consulter pour que vous me répariez mon mari, ou l'inverse, hein, pour qu'en tout cas ce trouble soit résolu. Après, la prévalence des consultations de couple ou en individuel, je pense que ça s'équilibre. Et dans tous les cas, si je vois un couple, je vais voir les patients en individuel. Et si je les vois en individuel et qu'ils sont en couple, je vais voir le couple. Hein, donc, dans mon approche, il va y avoir ce double cheminement, à la fois de prendre mes patients en couple et en individuel. Ouais. Et combien ça dure alors En général, quelques mois. Enfin, c'est vraiment quelques séances suffisent, hein, dans la plupart des cas. Alors, quelques séances, c'est une par semaine pendant 2 mois? Ça peut être... ça va varier, bien sûr, c'est très difficile d'un cas à l'autre, ça va beaucoup varier, mais en tout cas, quelque chose qui revient très souvent dans les conclusions de mes patients, c'est on aurait dû venir plus tôt, on aurait dû consulter, parce qu'en fait, de vivre avec ça, d'attendre et de laisser même parfois la situation se dégrader encore plus. Voilà. Parfois, des couples ont été perdus pour un problème qui se résout en 3 consultations. Une éjaculation rapide, par exemple, trop rapide au bout du sujet et de sa compagne, ça peut se résoudre en général en 4 consultations réparties sur 1 mois et demi, quoi. D'accord. C'est vraiment rapide. Oui, plutôt que de rester avec parfois ces non-dits à la maison et qui peuvent causer davantage que... Enfin, si on qui causent une souffrance, oui. Une souffrance énorme. Oui. Alors, il y a une question quand on parle de sexualité. Alors, peut-être que c'est dû, un peu sûrement, à l'émergence des sites pornographiques sur Internet. La question, quand on parle de sexualité, de la performance chez l'homme. Est-ce que ça, vous traitez cette idée que maintenant, il faudrait non plus être dans un équilibre harmonieux avec sa compagne, mais être dans un souci de performance qui doit être aussi à l'origine de certains troubles? Complètement. Vous avez complètement raison. J'ai vu 3 patients ce matin. Les 3 avaient cette même difficulté, hein, à la fois d'un souci pour la performance et du coup d'une peur massive de l'échec, qui précipite l'échec, du coup, très évidemment. Hein. On est dans une société qui induit aussi ce stress, c'est-à-dire qu'il y a effectivement du stress au travail, il y a... cette nécessité d'être performant au travail,
La pornographie, effectivement, je pense, aggrave cette difficulté. Hein. Et on se retrouve avec des patients qui ont finalement envie, en tout cas, qui veulent réussir à satisfaire leur partenaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une démarche qui est quand même très altruiste. C'est-à-dire, ils veulent être performants pour l'autre, pas pour eux-mêmes. Vous êtes sûr? C'est pas pour eux-mêmes aussi? Ça les rassure. À travers l'autre pour eux-mêmes. Ça les satisfait forcément, mais dans la sexualité, dans la relation à deux, c'est finalement le plaisir de l'autre qui nous donne le plus de satisfaction. D'accord. Ouais. Et du coup, le souci pour la performance, la peur de l'échec, il est directement en rapport avec l'autre. Alors, ça veut dire que l'autre a un rôle. L'autre a un rôle. Pour sortir le premier de ce souci de performance qui le met face à une crainte de l'échec. Du coup, la bienveillance de l'autre, clairement. La bienveillance, le fait d'être douce, caressante pour une femme, le fait de prendre son temps pour un homme peut clairement faciliter les choses. Et ça, vous arrivez au bout de quelques consultations à apaiser l'individu? Oui. C'est ça qu'il faut chercher, je crois. On a des bons outils pour gérer le stress. Déjà, dès la première séance, le fait d'en avoir parlé, ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Le fait d'avoir osé Alors ça, c'est important, en parler. Ça, c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que, enfin, on le sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans une pièce tout seul de leur esprit et ils ont honte d'en sortir et ça ne fait qu'accroître leur mal-être. Exactement. Donc dès lors qu'ils prennent le téléphone pour m'appeler. Et ça commence déjà à aller mieux. Ça va mieux. Combien? 20, 25%, 30%? Ils le disent, ils disent, ben voilà, une espèce de... Je n'ai jamais travaillé avec de secrétariat, justement pour pouvoir prendre en charge immédiatement mes patients dès la prise de rendez-vous et les rassurer. Ouais. Mais on a l'impression que c'est plus les hommes qui souffrent quand on vous entend. Je ne sais pas. Je crois qu'il peut y avoir exactement la même souffrance chez une femme. Le souci de performance est, je pense, plus marqué chez les hommes. Alors ce serait quoi le souci chez la femme? Le souci chez la femme, il y a un petit peu aussi ce problème de la performance dans la mesure où elle veut satisfaire son époux. Bon. Elle va avoir de la culpabilité à ne pas pouvoir le faire. Elle va avoir de la culpabilité à avoir des douleurs, à se refuser, à avoir des troubles de son désir, à ne pas pouvoir aller jusqu'à l'orgasme alors qu'elle aimerait bien le donner à son partenaire. Vous revenez souvent sur cette formule, trouble du désir. Comment vous la définissez? Le trouble du désir, c'est finalement... Quelque chose de courant, ça? C'est très courant, chez les hommes comme chez les femmes. On est parti avec une prévalence plus importante chez les femmes il y a quelques années. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes en consultation aussi pour des troubles du désir. Alors, et c'est simplement ne pas avoir envie, ne pas avoir d'envie. Et d'où ça vient, ça? Épuisement professionnel, épuisement tout court. Stress intense. Important. C'est le facteur, à mon avis, principal. Alors ça veut dire qu'il faut en fait juste se reposer. Il faudrait apprendre à se rendre disponible. Donc se vider la tête. Ce qui est complexe, lâcher prise, pour certains c'est difficile. Donc on est plutôt sur des personnalités qui sont très... qui gèrent vraiment bien les choses, qui essayent de tout contrôler. Qui s'épuisent, qui ont beaucoup de travail, qui ont des toutes petites nuits. C'est le cas le plus fréquent. Après, il y a d'autres cas. Il peut y avoir des mésententes de couple qui font que tu n'as pas envie. Il peut y avoir des problèmes médicaux aussi, parfois, à évacuer. Est-ce qu'il y a un rapport au social ? Est-ce qu'il y a des catégories sociales un peu plus concernées que d'autres? Non. J'ai la chance d'avoir choisi, depuis que j'exerce, de soigner
tous les patients qui veulent me voir. Bon. C'est accessible. Donc, je rends ma consultation accessible. Oui. Vous avez fait ce choix. J'ai fait ce choix, exactement. Ouais. Et du coup, je vois des patients qui n'ont pas de papier, comme des patients qui sont très aisés. D'accord. Et tous ont des difficultés similaires. Ouais. L'homme et l'homme, quoi. La femme et la femme. Voilà, exactement. Ouais, c'est l'humain. Ouais. La situation. Donc il n'y a pas des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Non, non, je pense que par contre, la situation de précarité aggrave. Enfin, c'est clairement une difficulté de plus. Hein, mais en tout cas, les troubles qui me sont amenés sont les mêmes. Est-ce qu'il y a assez, pour vous, assez de psychosexologues en Ile-de-France, par exemple, ou même dans la France entière ou... Pas du tout. Ouais. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez par rapport à la demande, par exemple? Il n'y en a pas assez par rapport à la demande. Mais comment vous expliquez ça? En France, on sait qu'il y a des régions entières où il n'y en a pas, par exemple. Ouais. Les médecins généralistes se languissent de voir mes élèves diplômés pour pouvoir enfin leur envoyer des patients pour une bonne prise en charge. Ouais. Comment je l'explique? La première vague, en fait, de sexologues qui ont été formés l'ont été dans les années, on va dire, 80, et étaient principalement des médecins. Ces médecins ont vieilli et n'ont finalement pas été remplacés. Hein. Et à côté de ça, il y a eu assez peu de formation pour les psychosexologues, peu de présentation aussi de la sexualité humaine, voire pas du tout. Hein. Il n'y en a pas dans la formation de conseil conjugal, il n'y en a pas en psychologie, il y en a très peu en médecine. Donc il y a eu un défaut de formation. C'est quand même intéressant parce que c'est une question qui est centrale. La sexualité chez les humains. Bien sûr. C'est central. Comment se fait-il que on ait si peu pris cela en considération? Ça devrait être enseigné partout. Ça devrait être enseigné partout, on est bien d'accord. Selon l'OMS, la santé sexuelle fait partie de la santé tout court. Évidemment. Hein, mais c'est resté, je pense, tabou pendant très longtemps. Hein. Des restes de culture catholique? Peut-être des restes de culture... Du Moyen-Âge, je veux dire. Alors, catholique, pas que catholique, puisque finalement la sexualité... Enfin, plutôt l'enseignement de la sexualité est tabou un peu partout, au final, encore. Hein. On n'en sort pas, alors? On en sort petit à petit. Pas assez? Ça fera son chemin. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Écoutez, c'était un plaisir. Et puis, voilà, donc... n'arrête pas de vous le dire ici, que c'est très important et qu'il faut se renseigner sur ces choses et ne pas hésiter justement ou à se former pour ceux que ça intéresse et bien sûr à consulter. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission d'entretien sur Al Jaloubia TV. Au revoir.